Bienvenue sur Teste ta voix. En plein questionnement sur ton avenir professionnel, que tu sois au lycée, en études supérieures ou aux portes de la vie active, tu doutes. Et c'est bien normal. Avec l'évolution des nouvelles technologies et l'avènement du numérique, tu vas certainement changer de métier plusieurs fois dans ta vie. Et à vrai dire, ça peut faire peur. Avec ce podcast, tu vas entendre des récits de femmes inspirantes qui, comme toi, se sont posées beaucoup de questions, ont évolué, pivoté et ont fait de leurs appréhensions une force vectrice de réussite professionnelle. Teste ta voix, c'est le podcast qui te fait découvrir les métiers du numérique et qui t'aide à trouver ta voie dans cet univers. Je suis Anaïs Calmont, fondatrice de Try Your Way, et j'accompagne les jeunes femmes à transformer leurs qualités personnelles en compétences professionnelles, à tester leur choix d'orientation dans la vraie vie. Try Your Way, c'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Audibert. Laetitia a d'abord travaillé au sein de cabinets d'avocats et d'entreprises internationales comme Ernst & Young, Lowe, JBL, avant d'intégrer Opportunité Asset Management en tant que directrice juridique puis CEO Luxembourg pendant 17 ans. Aujourd'hui, elle dirige la start-up Gandhi en qualité de CEO fondatrice. Gandhi, c'est une solution solidarité as a service qui, grâce au mécénat d'entreprises, au profit d'associations et à des outils numériques innovants, quelle que soit la taille de l'entreprise, indépendant, start-up, PME, ETI, accompagne et booste le RSE et la marque employeur, valorise l'image et la raison d'être de l'entreprise en la transformant en raison d'agir. Bonjour Laetitia, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour, c'est moi qui suis ravie, merci à toi. Pour commencer cette interview, ma première question sera: comment on passe de directrice juridique à CEO d'une solution numérique solidaire? C'est une très longue histoire que je vais essayer de faire courte. En fait, ça se passe en plusieurs étapes. L'idée, c'est que, en fait, à côté de ces carrières que tu as mentionnées, j'avais également une carrière de peintre. Dans le cadre de cette carrière de peintre, j'avais souvent la volonté de donner une partie des bénéfices que je tirais à des causes solidaires. Et en parallèle de ça, j'avais créé un magazine qui s'appelait Le Provocateur de Sourires et qui est un magazine exclusivement de bonnes nouvelles. Et tous les ans, on essayait dans ce cadre d'avoir des actions auprès de personnes en difficulté. Donc, par exemple, une année, on a réussi à réunir plus de 130 tentes qu'on a fait customiser par des artistes de rue et qu'on a offert à Action Froid de manière à donner un petit habitat sympathique avec justement un peu d'art autour pour des personnes en situation de difficulté. Une fois, on a réussi à trouver des produits de beauté pour des femmes ayant subi des violences. Et donc, il y avait vraiment cette volonté d'aider. Et petit à petit, j'ai commencé à mieux connaître le monde associatif. Et grâce à ce magazine et à ma carrière de peintre, j'avais énormément de monde sur les réseaux sociaux. J'étais un peu influenceuse, entre guillemets, avant l'âge. Et avant l'heure, pardon. Et en fait, pour mes 40 ans, j'ai décidé de lancer sur Facebook ce que j'avais appelé le Birthday Project, qui était de dire, bah voilà, on ne se connaît pas forcément sur les réseaux sociaux, mais vous avez la gentillesse de me suivre. C'est mon anniversaire. Si vous voulez me rendre heureuse, faites du bien au monde. Et à ma très grande surprise, j'ai eu plus de 1500 cadeaux pour mes 40 ans, de gens qui ont donné aux SDF en bas de la rue, de ceux qui ont été aider une personne âgée dans leur immeuble, d'autres qui sont devenus bénévoles pour des associations. Et là, je me suis dit, mais c'est juste dingue, un seul événement qui est mon petit anniversaire rend plein de gens heureux. Et non seulement moi,
bien évidemment, mais en plus, ça rendait heureux les bénéficiaires de ces aides et ça rendait heureux ceux qui faisaient ces actions parce qu'ils me disaient tous, ben, c'est génial, on a tout le temps envie d'aider, mais on ne sait jamais quand, on ne sait jamais à qui. Et le fait de le faire pour ton anniversaire, ça nous a un petit peu donné le petit coup de boost. Et en fait, grâce à cette opération qui a généré plus de 300 000 vues sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai trou dans la raquette. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, il y a plein d'événements qui, au lieu d'être faits avec une cagnotte traditionnelle pour avoir un énième sac à main ou un livre, ou parfois on se demande même si nos amis nous connaissent parce qu'on a des cadeaux où on se dit, waouh, fichtre, et ben, c'est de dire, bah, faites-le au profit d'une cause qui me tient à cœur. Et là, les retours étaient aussi de dire, ben, on sait pas, on connaît pas bien les assos, on sait pas les référencer, on sait pas les trouver. Il y a 1 300 000 associations en France. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais créer une sorte de litchi de la générosité, qui est donc devenu Gandhi, où les gens peuvent créer des cagnottes solidaires au départ pour leurs événements de vie privés, anniversaire, mariage, deuil, naissance d'un enfant, etc. Et le faire et inviter leur communauté à aider une association qui leur tient à cœur pour multiplier et viraliser les dons. Et ensuite, bah, je me suis dit, ben, pourquoi s'arrêter aux particuliers et l'idée, ça a été d'embarquer les entreprises dans cette dynamique-là en leur permettant de changer le monde. Et donc, voilà, petit à petit, l'idée s'est insinuée en moi. J'étais au Luxembourg, je dirigeais cette société d'asset management et ça faisait longtemps que voilà, je sentais que j'aimais mon métier, mais j'y trouvais pas de joie fondamentale. Et donc, j'ai décidé de tout quitter sans filet pour créer Gandhi et lancer cet élan généreux et cette start-up qui permet à tout le monde de faire du bien. Très, très, très joli storytelling. J'aime bien, Merci, j'aime beaucoup. merci. Merci. Alors, la question phare du podcast Teste ta voix, Oui. c'est tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite? Alors, je voulais être justicière. C'était comme quoi. Et en fait, il y a aussi un autre storytelling dans le storytelling. Quand j'avais 6 ans, j'ai fini devant le juge pour enfants parce que les dames de service donnaient plus à manger aux fils du maire dans l'école qu'à des personnes pauvres. Et donc, au début, moi, je donnais mes repas, et puis à un moment, j'en ai eu un peu marre, et en fait, j'ai fait la révolution à la cantine, bataille de purée, etc. Et la maman du fils du maire m'a attirée en justice. Donc, je me suis retrouvée à 6 ans dans le bureau du juge, avec mon papa et ma maman à côté, et le juge m'a sermonné, Mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Et je me suis dit, bah, ma carrière de justicière était fichue. Et finalement, en quittant son bureau, il m'a murmuré à l'oreille, mais vous avez eu raison. Et donc, alors c'est comme ça que je suis devenue avocat, puisqu'au départ, voilà, c'était un peu défendre la veuve et l'orphelin. Et malheureusement, très vite, je me suis rendu compte que j'étais un peu tellement gourde que j'aurais été l'avocate la plus pauvre de l'histoire de l'humanité, parce qu'après mes études, les gens venaient me voir et, par exemple, ils voulaient divorcer et moi, je les réconciliais. Donc, c'était pas très bankable, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le droit des affaires. Mais voilà, j'ai toujours été animée par ce sentiment de justice et finalement, bah, Gandhi, c'est un peu l'apothéose de tout ça. Ah, j'adore ton histoire. Et plus tard, est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel, plutôt au niveau du lycée ou après le bac? Alors non, puisque en fait j'ai très vite su, donc je voulais faire du droit. Donc j'ai été quand même assez droite dans mes bottes, en l'occurrence, sans jeu de mots improbable. Donc ça a été assez facile de savoir où j'allais. Il y a eu juste un petit doute parce que j'étais double championne de France de gymnastique rythmique et sportive à l'époque. Et quand on fait ça, et j'habitais en province, dans la région niçoise, le choix était de dire, ben, si je voulais continuer ma discipline sportive, il fallait que j'aille en sport-études. Et le sport-études, c'était à Évry. Et donc, il y a eu un petit moment de doute en se disant, bah, est-ce que je vais plus loin dans cette dynamique-là? Mais bah, je m'étais dit, bah, non, comme je veux faire du droit, que ce sont déjà des études assez longues, etc., bah, j'ai laissé tomber la GRS et j'ai découvert Nutella. Ça, c'était un autre drame. Quelles étaient tes qualités personnelles, tes soft skills plus jeunes, qui aujourd'hui correspondraient à des compétences professionnelles? Le goût de l'autre.
l'envie d'aider, une vraie, comment dirais-je, volonté de faire le bien et qui m'animent encore aujourd'hui et qui m'ont. Bah, c'est un peu ce sentiment de justice, ce besoin de justice qui était là. Alors, je ne sais pas si c'est une soft skill, le besoin de justice en réalité, mais en tout cas, l'écoute de l'autre, l'écoute du besoin de l'autre. J'ai plus le terme, mais je m'en excuse. Euh, Empathie peut-être. L'empathie, voilà, exactement. Merci. Donc, je crois que ma plus grande soft skill, mais qui est aussi parfois mon plus grand ennemi, c'est l'empathie. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier stage en entreprise ou ton premier poste, comme tu veux? Comment tu te sentais à l'époque? Comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active? Alors, le premier poste, alors il y a eu deux choses. Le premier stage, ça a été dans un petit cabinet d'avocats. Et la petite surprise, c'est que je m'étais cassé le coccyx avant. Et donc, je suis arrivée à ce stage plié en deux pendant une semaine. Donc, c'était un peu ubuesque. Et j'ai été dans ce moment-là assez surprise parce que c'était un cabinet d'avocats très old school et j'avais tout de suite l'envie de tout révolutionner, ce qui était extrêmement prétentieux de ma part pour une jeune stagiaire. Mais je suis tombée sur des maîtres de stage assez à l'écoute et assez bienveillants, donc ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça a été plutôt sympa. Et ton premier poste, ta première prise de fonction? Alors, le premier poste, j'ai été directrice juridique à 23 ans d'un petit groupe qui était sur la région, qui s'est excessivement mal passé parce que ça rejoindra, je crois, la question que tu poseras tout à l'heure, mais malheureusement, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Le patron avait des velléités sur moi Hmm. et comme je ne les ai pas remplies, a commencé à véritablement devenir violent, harcelant. Ça a été très, très difficile. En plus, comme j'avais la chance, du coup, avec mon âge, j'étais la plus jeune directrice juridique de France. Donc, je devais m'accrocher absolument à ce premier job parce que, en plus, à l'époque, je dis ça comme si j'avais l'âge des Mérovingiens, mais néanmoins, c'était pas la même chose. On était moins slasher qu'on l'est aujourd'hui. Hmm. Et il fallait vraiment rester 1 à 2, 3 ans dans un même job pour montrer voilà, qu'il y avait un sérieux, qu'il y avait un suivi, etc. Et donc, j'ai dû vraiment beaucoup m'accrocher pour rester dans ce poste-là. Euh, Après, j'ai vécu aussi, mais comme dans toute expérience, hein, des moments et ça a été extrêmement formateur. Et c'était aussi l'occasion de tester mon endurance. Mais ça a été particulièrement un premier emploi difficile. Donc là, c'est des remarques sexistes, une différenciation au niveau de ton genre. Qu'est-ce que Oui. tu ressentais quand tu étais face à ce type de comportement? Alors, beaucoup d'injustice pour le coup, parce que j'avais les compétences et que le fait que je ne remplisse pas les besoins du monsieur Hmm. faisait qu'il allait, par exemple, me hurler dessus parce que j'avais pas agrafé le papier à 1 centimètre du bord, que c'était 1,01 centimètre. Il allait mesurer, enfin, c'était un taré en l'occurrence. Hmm. Et du coup, oui, j'ai un vrai sentiment d'injustice et une envie de prouver par tous les moyens que j'allais y arriver coûte que coûte. Mais plus tard, j'ai eu aussi, encore il n'y a pas très très longtemps, hein, sur ma toute première levée de fonds, je ne citerai pas de nom, mais Hmm. j'ai eu un investisseur en comité d'investissement qui m'a demandé si j'avais fait cryogéniser mes ovules parce que je suis solo fondateur, que je suis une femme. Et donc, j'ai été particulièrement choquée par cette question qu'on poserait jamais à un homme, hein. Hmm. Et comme j'ai pas d'enfant, il s'est dit. Alors, je comprends le fond de la question qui est de dire tu crées une start-up, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce qui va se passer si tu tombes enceinte, etc. Comment as-tu prévu éventuellement, si la question avait été comment as-tu prévu de gérer une éventuelle grossesse en plein lancement de start-up, j'aurais été en capacité d'y répondre et de faire face à l'argument. Mais la question, as-tu fait cryogéniser tes ovules? Ça a été un peu chaud. Et pareil, ce que ça donne,
c'est l'envie de se battre et de prouver que quand on est une femme, on est tout aussi capable qu'un homme de réussir que malgré ces embûches supplémentaires, eh bien, la réussite n'est que plus goûteuse quand on y arrive. Voilà, une question beaucoup plus positive. Qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait lever le matin? Alors, c'est justement là, avec Gandhi, on a collecté à peu près 1 million d'euros de dons pour les assos. Bon, on est encore une toute jeune start-up, hein, et ça veut dire, en gros, avec 30 euros, on change positivement la vie de quelqu'un. Enfin, on apporte un véritable mieux. Et donc, ça veut dire qu'on a pu aider 33 000 personnes. Et ça, c'est une sacrément bonne raison de se lever le matin. De se dire que chaque acte que je fais, chaque client que je rentre, chaque personne qui utilise Gandhi, derrière, il y a des bénéficiaires qui sont aidés, quel que soit le bénéficiaire, hein, parce qu'on intervient à la fois sur le droit des femmes, sur les enfants, sur l'environnement, sur la santé. Enfin, on couvre l'éducation, toutes les thématiques de la philanthropie. Et donc, voilà, chaque fois que quelqu'un utilise Gandhi, il y a quelqu'un qui est aidé. Et ça me donne vraiment la niaque et envie de me lever le matin. As-tu identifié les éléments, les situations ou des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences? Alors, c'est plus des situations, oui, c'est très global en fait. Je pense il n'y a pas une personne ou une situation. Je pense que c'est chaque événement de vie, chaque rencontre est une opportunité de grandir. Et je pense que c'est plus un paradigme, une façon de voir les choses et de se dire, ben voilà, j'ai une situation positive ou j'ai une adversité, comment je la gère? Prendre du recul et essayer de tirer le meilleur de chaque situation et d'y voir toujours, toujours, toujours un apprentissage. As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire ou une sorte de référence pour toi? Alors, j'aime beaucoup Jane Goodall, qui est une éthologue qui a été prix Nobel de la paix, ou en tout cas nommée prix Nobel de la paix, qui est une des personnalités les plus influentes, notamment dans le monde environnemental, qui est intervenue notamment pour sauver les chimpanzés. C'est une femme que j'admire beaucoup pour son combat, parce qu'en plus, elle l'a commencé très tôt, dans les années 60. Elle est ambassadrice de la paix auprès de l'ONU. Et elle a eu énormément de courage parce qu'elle s'est confrontée au monde scientifique, elle s'est confrontée à tous les climato-sceptiques et à beaucoup d'adversités et elle a toujours tenu droit. Et donc, oui, je trouve que c'est une femme assez merveilleuse et j'aimerais avoir son courage. Et quels conseils donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent, les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise? Je pense que les pièges à éviter, c'est d'être trop scolaire, c'est-à-dire d'arriver avec ses connaissances euh, préacquises à l'école. Et souvent, sur certaines écoles, on vous fait croire que on sort de la cuisse de Jupiter, qu'on est l'élite de la nation et je sais pas quoi, alors qu'il faut arriver en entreprise avec beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté de travailler, beaucoup de volonté d'aller au-delà de la tâche demandée, d'être curieux, force de proposition et apprendre des autres avec, voilà. Ouais, je pense que pardon, l'humilité et la qualité à avoir et le piège à éviter, c'est de penser qu'on sait déjà. Et que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique? Se former en permanence, c'est vraiment très important. Il y a ce qu'on apprend à l'école, mais aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où l'information est accessible et donc essayer d'apprendre toutes les techniques possibles, quel que soit l'univers du numérique dans lequel on veut être, et de ne pas hésiter à se former régulièrement, voire quotidiennement, d'écouter des podcasts, de lire des bouquins, d'être slasher, mais dans son esprit pour pouvoir appréhender le monde de manière globale, parce que le numérique, c'est certes une grande partie de l'avenir, mais il est en perpétuelle évolution, et donc il faut voilà, savoir être agile dès le départ. Et également d'avoir une grande curiosité pour pouvoir appréhender ce monde. Et deuxième chose que je dirais, c'est le monde du numérique reste aussi un monde extrêmement polluant.
et garder à l'esprit une sorte de sobriété dans l'usage de ces outils et dès le départ d'avoir aussi dans l'approche de la formation et dans l'approche de cet univers une pensée pour la planète et d'essayer de faire les choses le plus proprement possible quand c'est possible, justement. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'adore les parcours atypiques et j'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations. Car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech et mon but c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi Laetitia. Merci Anaïs, c'était un très chouette moment.